Update, la nouvelle série de Décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît ? Eh ben on garde ce rythme, c'est parti. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le groupe Galeries Lafayette s'engage pour mettre en place des actions concrètes qui permettent de changer les modes de consommation, de production et de distribution. 2 ans après le lancement de leur label interne, Go for Good, qui représente à peu près 700 marques, les Galeries Lafayette poursuivent leur engagement pour un commerce positif et responsable avec l'événement Aujourd'hui et demain, changeons de mode, qui a lieu actuellement en magasin jusqu'au 11 octobre 2020. C'est dans ce cadre-là que je rencontre aujourd'hui Romée Delabigne, l'un des fondateurs de Maximum, une manufacture française qui conçoit et produit des meubles à partir de déchets industriels. Bonjour Romée. Bonjour. Nous sommes au premier étage du magasin Maison et Gourmet, dans le pop-up dédié à Maximum au sein des Galeries Lafayette Paris-Haussmann. En quoi vous avez été sensible à ce label interne Go for Good et à ce mouvement Aujourd'hui et demain, changeons de mode ? On a été sensible parce que nous, on est une marque de mobilier et on s'adonne depuis 6 ans maintenant à inventer un nouveau modèle de production qui est grosso modo de prendre le déchet comme matière première qu'on met au début d'un nouveau cycle de production chez nous. Et on a été sensible à ce mouvement parce que les Galeries Lafayette sont pour nous une des plus belles vitrines de Paris et ça nous permet d'étendre notre clientèle et d'en atteindre une nouvelle. Pour moi, le mouvement Changeons de mode, par le fait que ça produise de manière un peu locale et en intégrant le développement durable dans ses valeurs, est assez raccord avec nous, ce qu'on fait. Donc, on s'y est retrouvés à ce moment-là. La création responsable, c'est votre ADN, vraiment. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à créer une telle marque, vous ? On est aujourd'hui dans une société qui, en fait, marche un peu sur la tête. C'est qu'on a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'on manque de matière. On manque d'acier, on manque de sable, on manque d'eau, on a atteint le pic dans la plupart de nos ressources. Et parallèlement à ça, on crée une nouvelle matière, qui est le déchet, et qui est une matière qui est extrêmement problématique, extrêmement polluante, etc. Et en fait, de ces 2 problèmes, il y a une seule et même solution, qui est de prendre le déchet comme une nouvelle ressource, et d'inventer un système de production qui permettrait de prendre le déchet comme matière première. Pourquoi le déchet industriel ? Le déchet industriel, parce que c'est par définition un déchet qui a été produit par des industriels, donc il charrie avec lui toutes les qualités de ses producteurs, c'est-à-dire qu'il est standard, il est régulier, il est tracé, il est conditionné, etc., etc. Et donc, c'est extrêmement simple de le mettre au début d'un nouveau cycle de production. Quand on produit de manière industrielle, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on prend le déchet ménager et qu'on se met à faire de la table basse avec des pots de yaourt, il va falloir aller récupérer dans toutes les décharges tous les pots de yaourt, faire tout un cycle de collecte, standardiser la matière, c'est-à-dire la trier, épargner ceux qui sont d'une autre matière, ceux qui sont dans un autre état, etc. Et en fait, on va passer énormément de temps pour standardiser la matière. Et c'est là où le modèle, il va plus être viable. Alors que le déchet industriel, par définition, il a déjà toutes les qualités pour être mis au début d'un nouveau cycle. Vous êtes 3, comment vous avez eu l'idée ? On a eu l'idée parce que j'ai fait avec Basile des études de design. On faisait un diplôme sur le système D. Et on adorait aller fouiller dans les poubelles de notre campus où il y avait Normal Sup, notre école, etc. Et on trouvait toujours des déchets assez formidables, des balances opticométriques, des trucs comme ça. Alors c'était un peu nos chasses au trésor, quoi. Et une fois, on a découvert un lot de tubes à essai flambant neufs sous blister et il y avait genre 5 boîtes, quoi. Donc on avait 2000 tubes à essai, nickel, prêts à être réemployés. Et un jour, Basile m'appelle et me dit j'ai découvert, quoi, j'ai un peu travaillé dessus, et une mine de Posca se met parfaitement dedans. Et donc, ça fait un stylo hyper qualitatif parce qu'il est en verre, il est rechargeable, etc., etc. Et donc là est née 2 idées. La première, c'est qu'à partir de déchets, à partir de matières dont personne ne veut, on pouvait refaire un objet désirable, et la preuve par le constat. Et le deuxième point, c'est que on avait 2000 tubes à essai à ce moment-là, et donc est née l'idée d'une production industrielle. Est née l'idée qu'on pouvait se servir de l'industrie
en la révoquant un peu, comme d'un outil de revalorisation. Transition toute trouvée. Concrètement, quels sont les types de déchets que vous récupérez? Vous avez des critères de sélection? On a un critère de sélection, un seul, c'est la régularité. C'est qu'on a besoin que le déchet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une production en série derrière, que le déchet est une forme de régularité. Par contre, que ce soit du verre, du métal, de l'acier, du bois, de la mousse, du polyuréthane, peu importe, ça c'est vraiment pas grave. Nous, tout ce qui va importer, c'est qu'il soit quelque part standard. C'est qu'on sache que chaque année, tous les mois, toutes les semaines, toutes les heures, il y ait une certaine quantité de cette matière-là qui soit produite. Comment vous avez trouvé les entreprises qui ont ces déchets? Vous les démarchez ou Pendant très longtemps, on avait une déchetech, qu'on a toujours d'ailleurs, qui est grosso modo une bibliothèque qui répertorie tous les déchets qu'on prospecte depuis 6 ans maintenant, avec quelqu'un qui était là à plein temps, qui démarchait, qui allait dans des réseaux, dans des foires, etc., et donc ça nous a permis de collecter plus de 400 déchets. Et aujourd'hui, la meilleure des déchetech, en fait, c'est la vie. Parce que quand on ouvre les yeux, absolument tout ce qui est autour de vous existe d'une manière ou d'une autre sous forme de déchets. Ces bougies, vous pouvez être sûr qu'il y a une usine en France qui a des malfaçons de bougies. Ce disque en marbre, vous pouvez être sûr qu'il y a un marbrier qui a des chutes. Et ça, pour le coup, je le sais de source sûre. Pareil pour le verre, pareil pour absolument tout. Donc aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où on ouvre les yeux. Et quand il y a une forme, un déchet qui nous plaît, on prospecte, c'est-à-dire qu'on appelle les industriels, on fait un coup de charme, on demande si on peut visiter, on explique le projet, etc., etc. Et puis on va voir dans les bennes et on commence à sourcer de la matière comme ça. est-ce qu'à terme, on peut imaginer que les entreprises proposent leurs déchets à des entreprises comme vous? Est-ce que c'est une méthode qui pourrait faire changer les choses? C'est déjà le cas. Aujourd'hui, c'est une autre méthode de prospect, c'est qu'on nous appelle beaucoup pour nous proposer des déchets. Et là où ce serait intéressant pour vraiment changer les choses, c'est que, vous savez, c'est qu'une question de mise en réseau. Et on a une phrase chez nous qu'on aime bien, c'est de dire que les minima des uns sont les maxima des autres. Quand j'étais étudiant en graphisme à Olivier de Serres, on a eu un premier projet faire un projet sur le vieil Ivry en imprimant sur des vieux journaux. Et à l'époque, il y avait encore Le Monde, les imprimeries du Monde. Donc on était allé toquer pour savoir si justement ils n'avaient pas du papier d'imprimerie à nous filer. Et ils nous avaient ouvert une salle là où ils mettaient en fait leur fin de rouleau. Donc faut savoir que les rouleaux de journaux, c'est imprimé sur des rouleaux qui font des dizaines de kilomètres et qu'en fait ils coupent un peu le rouleau avant la fin du rouleau, pour pas se trouver en cours de route en fin de truc. Donc ça veut dire que vous aviez des rouleaux de papier, une vingtaine, avec encore peut-être 200 mètres dessus, ce qui est rien pour eux. C'est un minima. Pour nous, étudiants, c'était vraiment un maxima. Et ça nous a fait du papier pendant 3 ans pour toute notre école. Et donc, on voit bien que là, c'est juste une histoire d'échelle et que les déchets d'une multinationale pourraient tout à fait être la ressource d'une grosse boîte et les déchets de cette grosse boîte pourraient tout à fait être les ressources d'une petite société, d'un petit artisan, d'un particulier, etc., etc. Mais ils vous les vendent, les déchets? Quand le déchet est déjà revalorisable, c'est-à-dire qu'il est récupérable, recyclable, etc., oui. Et nous, parce qu'on est des partenaires pas faciles par rapport à d'habitude, parce que nous, on demande un tri, on demande à ce que certaines pièces soient mises de côté, etc., en général, on coupe le débat en proposant 2 fois le prix de rachat. Mais sinon, si le déchet n'est pas revalorisable ou a un coût, en général, ils nous le donnent gratuitement. Alors ensuite, comment vous travaillez cette matière première, ces déchets, en fait, c'est recyclé? Non, nous, on ne fait pas de recyclage. Pour faire juste redéfinir un peu les termes, c'est qu'il y a le recyclage, le réemploi et la réutilisation. Le recyclage, c'est quand on repart à l'état de matière première. On va prendre l'exemple du pneu de tracteur. Quand vous recyclez un pneu de tracteur, c'est que vous allez déchiqueter la matière pour juste utiliser la gomme et ensuite lui redonner une autre forme. Par exemple, des semelles de basket. La réutilisation, c'est quand vous allez prendre l'objet, le réparer, pour qu'il resserve une deuxième fois pour le même usage de chambre à air de tracteur. Et le réemploi, nous, ce qu'on fait, c'est que vous allez changer sa fonction. Donc, par exemple, vous allez en faire dans une base nautique pour tirer par des bateaux. Nous, on ne fait pas de recyclage. On fait que du réemploi, c'est-à-dire qu'on prend la matière et par une transformation, par une conception, par de l'usinage, etc., on va venir changer un peu sa fonction. Donc, on va partir d'un échafaudage qui est malmené, etc., qui est la clavex chez nous, la table. On va la retronçonner, etc., pour lui donner une deuxième beauté, changer un peu sa fonction, et on va la transformer en structure de table. Voilà typiquement ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling d'un point de vue plus international. Quelles sont justement ces étapes de fabrication, si on rentre un tout petit peu plus en détail, par exemple, si on prend la chaise Gravenne qu'on connaît de chez vous, quelles sont les étapes? Le déchet du Gravenne, c'est de la poudre plastique colorée.
On travaille avec Schulman. Et lui, dans son processus, donc c'est un industriel qui travaille pour d'autres industriels, c'est un coloriste de plastique. Donc il travaille pour Plasticomium, pour des injecteurs de bouteilles de shampoing, ce genre de choses. Lui, quand il colore son plastique, il a repéré qu'à la fin de son processus, au moment de la micronisation, c'est-à-dire de la mise en poudre, il pouvait y avoir dans les conduits de conditionnement un peu de traces des couleurs précédentes. Donc ce qu'il fait, c'est que systématiquement, pour être sûr que sa production est conforme, il envoie entre 50 et 100 kilos d'une production pour nettoyer ses conduits. Ça, cette matière-là, il la met dans des sacs, il l'estampille début de production et ça part à la poubelle. C'est cette matière-là que nous, on récupère. Donc c'est une matière qui est intéressante parce qu'elle a passé toutes les étapes de contrôle qualité. Son seul défaut, c'est qu'elle a peut-être potentiellement quelques grains d'une autre couleur. Donc nous, ça, on la récupère et on la met dans une extrudeuse. Donc, c'est-à-dire une machine qui fait chauffer le plastique, qui le mélange bien, etc. et qui sort par 2 spaghettis, du plastique fondu. Et ça, on fait circuler en dessous, on déplace en dessous un moule en aluminium avec un chemin très précis sur lequel va se déposer le plastique. Et une fois qu'il va refroidir, ça va faire une coque dure. Donc, c'est un travail finalement très à la main. Et ensuite, on a 2 types de pieds. On a un pied en bois et un pied en métal. Et le pied en bois, c'est du chêne qui est issu d'un tonnelier, donc quelqu'un qui fabrique des tonneaux. Et c'est toutes les parties dans sa bille de bois qui ne peuvent pas aller dans ses douelles. Et une douelle, c'est la section de bois qui permet de faire un tonneau. C'est une section assez conséquente, donc ça fait pas mal de chutes. Et ça, pour le coup, c'est un travail plus traditionnel de menuiserie, où on prend cette matière-là, et par plein d'opérations, d'usinage, etc., on va venir fabriquer entièrement à la main le pied. Tout est artisanal chez vous? Ouais, tout. Vous êtes où? On est à Ivry-sur-Seine. Donc il y a des ateliers? Ouais. Vous êtes combien? On est 8. Et donc j'ai parlé de cette chaise, mais vous avez d'autres produits, est-ce que vous pouvez nous dire? On a une collection qui compte 6 produits aujourd'hui. Donc on a un petit tabouret qui est en rupture de stock. On a une table qui est faite en échafaudage, qui s'appelle la Clavex. On a une étagère qui s'appelle la Herbo, qui est faite à partir de planchers des A350, donc elle est entièrement en carbone. On a la Polix, qui est une lampe faite à partir de néons, de tubes fluo usagés et de polystyrène recyclé. On a le Bulletin, qui est un canapé et qui se sert des barrières de sécurité de la préfecture de police qu'on tord pour venir faire la structure. Et j'en oublie un, et le Graven. Donc là, c'est une collection? Vous fonctionnez par collection? Comment c'est On fonctionne par collection. Et tout à fait entre nous, ça n'a pas beaucoup de sens qu'on fonctionne par collection. C'est plutôt qu'on devrait fonctionner par trouvaille, en fait, parce que tout d'un coup, on va s'émerveiller sur un déchet. Et en fait, on va travailler dessus, le transformer, nouer le partenariat, etc. Et quand vous n'aurez plus assez de ce déchet, vous parliez tout à l'heure d'échafaudage, quand vous ne trouverez plus d'échafaudage, vous vous dites que vous trouverez toujours des échafaudages? Bon, déjà, à ce moment-là, on sera très fiers. Oui. Très, très fiers, parce que ça voudrait dire que le modèle qu'on développe aura réussi, parce qu'avant toute chose, c'est un principe de revalorisation. Donc, qu'on puisse, par nos meubles, tarir la source d'un déchet, ce sera vraiment une grande fierté. Et on ira voir ensuite les concurrents, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas notre partenaire est pas la seule marque d'échafaudage, et il y en a plein d'autres, quoi. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez 8 personnes à travailler dans l'atelier. C'est quel type de métier? On a un chef d'atelier qui, grosso modo, ça paraît rien, mais en fait, un atelier à gérer, c'est énormément de boulot pour trouver des nouvelles machines, pour les remettre en état, pour réparer, pour approvisionner en quincaillerie, en tout ça, etc., etc. On a ensuite un menuisier à plein temps, on a ensuite 2 fabricants de Graven, on a ensuite quelqu'un qui est en atelier métal, on a ensuite 3 cofondateurs, et nous, on est franchement assez couteau suisse, et ça nous arrive pas mal de fois d'aller en atelier pour pallier aux problèmes de production, etc., etc. Les prix sont abordables, très abordables, alors que les marques responsables restent souvent plus chères que la moyenne. Est-ce que c'est un critère important pour vous et comment vous faites? Nous, c'est un critère qui est capital parce que, comme je le disais, ce projet, c'est un peu un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on fait des beaux objets pour qu'ils séduisent les gens, mais à la base, c'est surtout un moyen de sortir de la matière d'ébène. Et on sait très bien que juste un déchet en l'état, ça séduit personne. Donc en fait, le design est un outil pour embellir des déchets et que les gens soient contents de les avoir dans leur salon. Donc ça veut dire que plus on produit et plus le projet est viable. Et pour produire beaucoup, il faut vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, il faut que le pricing soit attractif. Donc pour nous, c'est extrêmement important, mais c'est presque dans l'ADN du projet. Pour que le projet soit une réussite, il faut que ce point-là soit atteint. C'est que le prix doit être abordable, absolument. Et comment on y arrive? C'est relativement simple, c'est qu'on se base sur une matière qui est gratuite ou très peu chère.
Et donc, ce twist économique qu'on fait au tout début de la chaîne, c'est ce qui nous permet de faire ce que j'appelle un peu un tour de force, c'est-à-dire qu'on produit à la main, entièrement en France, des produits qui sont finis et pour moi de grande qualité, garantis, etc., etc. Donc là, je viens quasiment de vous décrire le luxe, quoi. Et pourtant, avec des prix qui restent abordables et de moyenne gamme. Vous vous voyez où dans 10 ans? Et vous imaginez comment ce marché dans 10 ans? Ce modèle-là, c'est-à-dire qui se base sur la réutilisation de matières mortes, de matières jetées, on l'a exploré et on continue de l'explorer dans le mobilier. Et on ouvre 2 nouveaux départements. Le premier, c'est Maximum Architecture. Donc, c'est grosso modo d'appliquer ce modèle-là, mais pour des projets plus uniques, d'architecture d'intérieur, etc. Et au-delà du fait que ce soit très, très fun de faire de l'architecture, c'est aussi que ça nous permet d'offrir une solution de revalorisation à d'autres types de déchets. Comme je vous disais au tout début, pour l'instant, on se cantonne pour le mobilier qu'aux déchets industriels, c'est-à-dire aux déchets produits en série. Maximum Architecture nous permet à un moment donné de pouvoir ouvrir la porte à d'autres types de déchets. Typiquement, et là c'est notre premier projet, il y a la façade de Beaubourg qui est entièrement revalorisée. Et ces verres courbes qui font la chenille de Beaubourg sont voués à la poubelle. Et donc on travaille sur un projet d'architecture pour le siège social d'un grand groupe à Saint-Ouen pour récupérer ces déchets-là et pour les transformer via un immense ruban de verre en salle de réunion. Et on voit bien qu'il n'y a qu'un projet comme l'architecture qui pourrait revaloriser ça, ou en tout cas offrir une seconde vie à cette matière-là. Et l'industrie ne pourrait pas, en tout cas pas notre modèle avec le mobilier, parce que sinon ça ferait une série extrêmement unique et on ne serait pas rentable là-dessus. Donc voilà, il y a la partie Maximum Architecture qui est une première voie de développement. Et l'autre partie qui est plutôt une partie matériaux, avec un premier produit qui s'appelle le Tissium, qui est un matériau rigide, donc de menuiserie, fait à partir de vieux vêtements effilochés. Donc c'est un peu ça nos 3 piliers pour l'instant, quoi. C'est le mobilier, l'architecture et les matériaux. Super, et merci beaucoup Romé. Merci à vous. Et bravo pour votre engagement. On vous retrouve donc aux Galeries Lafayette Paris Haussmann dans le magasin Maison jusqu'au 5 octobre. À bientôt. À bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Tout juste nommé directeur artistique du mobilier Pierre Fray, Sam Baron lance une nouvelle collection de mobilier avec David et Nicolas, le jeune et très réputé duo de designers libanais. Ensemble, ils renouent avec les racines de la maison Pierre Fray et notamment René Proux, artiste décorateur reconnu et grand-père de Patrick Fray. Bonjour Sam, bonjour David. Bonjour. Bonjour. Alors Sam, pour commencer, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission pour Pierre Fray ? En quoi ça consiste d'être directeur artistique du mobilier Pierre Fray ? Alors, ça consiste à créer une stratégie dans le sens où on va, à travers des produits, implémenter le style et l'ADN de la maison Pierre Fray, que l'on connaît tous pour ses sublimes tissus, incroyables papier peint, magnifiques tapis. Et il faut qu'on arrive à appliquer, on va dire, les codes qui font que cette marque est unique et reconnue internationalement dans des pièces de mobilier, où on a une notion d'usage prédominante, dans le sens où le mobilier, il est vraiment fait pour être utilisé. On s'assoit dans un canapé, on utilise un guéridon pour y poser les choses. Il faut que ça tienne, il faut que ça dure, il faut que ça soit confortable. De très belles factures, puisque tout est fait en France, à côté de Paris. Et à travers les designers invités qui vont venir travailler pour la maison Fray avec des dessins, on va constituer, on va dire, 4 piliers qui sont sous-jacents aujourd'hui dans le catalogue Pierre Fray avec tous les modèles dont on a hérité en prenant ce catalogue en main et qu'on va, on va dire, affiner pour arriver à déterminer 4 familles qui sont 4 familles qu'on a lues, on va dire, dans l'univers Pierre Fray et qui s'adaptent très très bien au mobilier. Il y a une première famille qui s'appelle tapissier, donc qui est un hommage au cœur de métier de Pierre Fray, le tissu et la façon du tissu. Il y a héritage puisque Pierre Fray est une maison française et assume complètement la notion de style. Il y a signature qui est un regard contemporain sur la création. Et ensuite, il y a icône. Et icône, c'est des pièces un peu extravagantes, un peu extraordinaires, parce que Pierre Fray sait toujours surprendre grâce à des motifs qui vont chercher dans des endroits un peu inattendus et qui sont leaders aussi dans le monde du tissu.
grâce à cet éclectisme et curiosité artistique. Et donc, c'est vraiment ces 4 points-là qu'on a envie de mettre en place au point à travers des pièces de mobilier. Super. Alors pour cette nouvelle collection, on va faire un zoom sur la collection Verso. Vous avez fait appel à David et Nicolas. Pourquoi eux? Qu'est-ce qui vous plaît dans leur style, dans leur univers? Alors, on se connaît depuis un petit peu de temps. Il y a très longtemps, j'avais fait une conférence à Milan et David et Nicolas étaient venus. On avait discuté à la fin de la conférence. Et à l'époque, je travaillais pour un centre de recherche en design et communication qui s'appelle Fabrica en Italie. Et ils voulaient intégrer. J'avais pas compris que c'était un duo. Et ils osaient pas trop le dire non plus, mais ça voulait dire qu'ils prenaient la place de 2 candidats. Et quand j'ai reçu les 2 portfolios qui étaient un peu similaires, je me suis dit, il faut que j'en choisisse un. Donc ça a été un peu au pif et c'est tombé sur David. Nicolas m'a copié en fait. Mais il y avait l'agent secret libanais qui était au Liban et qui susurrait derrière l'oreille de David. Voilà. Et donc en fait, on s'est connus au travers de l'expérience en Italie, en travaillant. Et puis après, on s'est aussi connus personnellement. Et voilà, on est restés très liés. Et j'ai complètement suivi en fait le début de l'aventure David et Nicolas au Liban, puisque c'était quand ils sont sortis d'Italie. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'énergie, la force et la signature de leur travail, de leur studio et les choix qu'ils font aussi que je trouve courageux, admirable et qualitatif. Alors, quel est le thème de la collection que vous leur avez proposé? Je crois que c'est un hommage à René Prou. En quoi, concrètement, il a inspiré cette collection? Alors, c'est la présence de René Prou, il faut s'habituer, ça va être redondant, dans le sens où c'est magnifique de découvrir que Pierre Frey a un arrière-grand-père qui est René Prou et qui est quelqu'un qui, à l'époque de Jean Royer, à l'époque où les arts décoratifs français prennent une vraie modernité et une ampleur internationale, il y a un acteur de la famille Frey qui a été pionnier et actif participant. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez riche et je trouve que c'est magnifique d'arriver à montrer aussi qu'une partie de l'héritage presque familial de la maison peut être réinterprétée par des gens qui sont différents, qui ont une culture différente, puisque d'où la position du Liban, mais qui a aussi ces liens avec la France et le rapport historique aussi que le travail de David et Nicolas de temps en temps. Il y a des petites allusions à des styles et donc c'était une parfaite, on va dire, invitation pour compléter leur capacité créative et leur envie de dessiner du mobilier. De plus, René Prou, en dehors d'être un ensemblier parisien, a travaillé beaucoup sur des trains et des grands bateaux. Et voilà, dans une certaine petite histoire dans ma tête, je me disais, c'est comme si on envoyait une lettre. Et d'ailleurs, on a envoyé un gros livre René Prou à David et Nicolas. Et ils nous répondaient. Donc, il y a ce côté du voyage. C'est comme si c'était un bateau qui nous renvoyait avec les dessins ou avec le mobilier qu'on ferait ici. Et c'est à ce côté un petit peu international que René Prou avait par les pièces qu'il faisait voyager lui-même. Alors vous, David, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Vous avez dit oui tout de suite? Directement. C'est un projet qui nous a directement attirés. Déjà, entre la marque Pierre Frey que nous adorons, que nous trouvons... ce n'est pas une marque creuse, c'est une marque qui a de la matière, qui a de l'histoire, quand on voit leur tissu, quand on voit leur papier peint, on peut comprendre qu'il y a une recherche intellectuelle à la fois d'expérience autour du voyage aussi. René Prou, qui est l'arrière-grand-père aussi, qui a travaillé autour du voyage, c'est quelque chose qui nous a attirés en tant que Libanais, qui sommes un pays avec une très grande diaspora. Nous voyageons énormément. Et l'idée du mobilier qui peut avoir plusieurs fonctions, c'est quelque chose qui nous attire énormément. Donc quand on a dessiné ce meuble, quand on a dessiné Verso, on a directement pensé à quelque chose qu'on pourrait nous aussi avoir chez nous. D'accord. Et surtout qu'aujourd'hui, on aime beaucoup l'idée de petits appartements un peu luxueux et encore plus, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir. Et l'espace, c'est quelque chose de très précieux. Donc ce fauteuil un peu nous permet d'avoir quelque chose d'unique, surtout que chacun peut l'interpréter. Nous, l'important, c'est aussi d'avoir des meubles que chacun peut interpréter différemment. Alors justement, de quoi est composée cette collection et à quoi elle ressemble?
Alors, cette collection est composée de fauteuils et poufs. Donc, le pouf s'adapte aux deux typologies de fauteuils. Donc, le fauteuil, c'est à la même composition. Donc, on a d'un côté, on a ce côté assez courbé. Donc, on a une courbe qui est très ergonomique pour pouvoir bien s'asseoir, être confortable. Et à l'arrière du fauteuil, on a inséré une bibliothèque dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a aussi une tablette et tiroir. On a voulu créer quelque chose qui est qui pourrait s'adapter dans plusieurs situations. Et l'idée aussi d'avoir le pouf devant le fauteuil et avec sa tablette qui s'adapte au pouf, qui s'emboîte l'un sur l'autre. Ou je pourrais même utiliser la tablette, la mettre de côté pour pouvoir poser mon café, mettre une bougie, poser mon livre, et en même temps que je suis assis sur mon fauteuil avec les jambes sur le pouf. Donc en fait, l'idée c'est que on a créé cette balance entre courbe et côté un peu plus géométrique avec l'arrière du meuble, et aussi on a voulu que la personne qui achète ce meuble, donc parce qu'on a pensé à nous en tant que designer, on aurait aimé, quand on dessine, on aime bien dessiner quelque chose qu'on aimerait avoir. Et dans ce cas-là, l'idée d'avoir des petits appartements assez luxueux, ça serait intéressant d'avoir ce meuble parce qu'on peut l'imaginer à sa façon, sa propre façon. Donc personnellement, moi j'aimerais bien utiliser le meuble avec la tablette et le tiroir, mettre un petit bar. J'ouvre le tiroir, je mets quelques bouteilles ou je mets quelques vinyles, et sur la tablette, je pose mon verre quand on est debout. Par exemple, il y a une personne assise juste devant, donc il y a une certaine interaction en fait qui se passe. On tourne autour de l'objet, et c'est ce qui nous importe. David et Nicolas, vous avez une vraie signature. On parle souvent, vous avez des influences à la fois orientales et occidentales. On évoque souvent le style rétro-futuriste. En parlant de vous, comment vous l'avez fait vivre dans cette collection ? Est-ce que vous avez réussi à mettre votre patte ? Je crois que oui. Alors on a un côté, c'est le mot rétro-futuriste, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent, mais à notre manière, parce que peut-être pour d'autres personnes, il veut dire autre chose. Mais nous, l'important, c'est en fait d'avoir quelque chose qui nous rappelle le passé et en même temps quelque chose qui est assez contemporain et qui nous rappelle le futur. Comme par exemple dans le cas de Verso, l'idée un peu de peut-être la forme, l'assise un peu courbée, elle a quelque chose d'assez rétro. Mais aussi, par exemple, si on voit la poignée du tiroir ou la poignée de la tablette ou même les sections du bois, ce sont des sections assez contemporaines. Donc ce mix, en fait, ce mélange, à notre avis, crée une pièce intemporelle. L'intemporalité dans une pièce est très importante chez nous parce qu'il faut que la pièce vive dans le temps, pour qu'elle puisse passer de génération en génération. Et quand on parle d'écologie plutôt, l'écologie pour nous c'est quelque chose qui vit dans le temps, mais pas qu'on a envie de jeter. Donc en fait, voilà. Donc chez Verso, je dis pas maintenant c'est un projet écologique, non, mais c'est pas ça. C'est plutôt l'idée d'avoir cette pièce rétro-futuriste qui nous aussi nous rappelle des souvenirs, que ça soit assez nostalgique, mais aussi sur lequel on peut créer quelque chose de nouveau, de nouveaux souvenirs. Comment vous avez travaillé ensemble ? Vous donnez carte blanche aux designers que vous choisissez, Sam ? Plutôt carte blanche, ouais. Plutôt carte blanche, et je pense que on a envie, quand je dis on, c'est moi et la Maison Pierre Frey, on a envie d'être surpris. On donne un brief en disant c'est un peu ça, la famille dans laquelle on aimerait que ton projet s'inclue. Il n'y a pas de façon de travailler. C'était assez fluide. En fait, il n'y avait pas c'était juste sur le terrain. Voilà. On a discuté, on s'appelait, on s'envoie des WhatsApp, on s'envoie des textos. Oh, regarde ça, regarde cette ligne. Qu'est-ce que tu en penses par rapport? Donc, il y a une certaine fluidité dans le travail qui était très agréable, et on a pu arriver surtout en plus le mélange avec les pièces que Sam a dessinées. Donc ça, c'est vraiment venu ensemble de façon assez naturelle. Il n'y a pas eu Et pour nous, c'est ça l'important, parce que si on pense trop et les idées sont trop forcées, c'est là où en fait il y a quelque chose qui va pas. Et on aime quand les pièces sont adaptées à nous, à notre pensée naturelle, voilà. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que au début on commence avec des éléments de langage en disant ça va être quoi ? Et ça va être un fauteuil. Et moi, ce que j'imagine comme un fauteuil et le résultat final, il y a un grand écart incroyable. Mais c'est ça qui est on va dire la richesse de la première réponse. Qu'est-ce qu'on en pense ? Comment est-ce qu'on pourrait
éventuellement apporter quelques modifications par rapport au savoir-faire qu'on a dans la maison Pierre Frey, comment on peut mettre en avant quelque chose et comment à travers leurs détails dans les dessins, on a repéré une surprise aussi qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc effectivement, il y a c'est même pas un ping-pong, c'est on finit les phrases l'un de l'autre et ça permet d'écrire voilà une belle histoire assez unique. La première pour Pierre Frey en tant qu'éditeur de mobilier extrêmement contemporain avec des jeunes talents internationaux. Côté matériaux, on ne les a pas encore évoqués. Comment vous les avez choisis? Quels matériaux vous avez travaillé? Donc nous, c'est principalement donc quand on a visité les ateliers, on a pu visiter les ateliers, la chance de voir en fait les artisans sur le terrain en train de travailler, leur façon de créer, et de jouer avec les matières, surtout le bois. Moi et Nicolas, en fait, on aime beaucoup le chêne français, donc on a vraiment voulu commencer cette collection avec du chêne français, même si après on sait que ces pièces on peut utiliser d'autres matières, mais le chêne français est une matière assez, je dirais pas noble au niveau de son poids. En fait, quand on le regarde, elle est c'est une matière intemporelle aussi. Et aussi avec le mélange, parce que le mélange tissu-bois était très important. Donc quand on voit la pièce, on sent le tissu Pierre Frey et on sent le bois. Donc on a ce côté un peu verso, je dirais recto verso, mais plutôt verso. Verso aussi. Il y a un tissu qui a une réédition, non, de René Proux, je crois. Alors effectivement, on s'est dit que l'allusion, on va dire, que David et Nicolas font avec la fonctionnalité qui sont ces fauteuils modulables qu'on peut assembler par 2, par 3, par 4. Il y a même aussi un modèle qui existe qui permet de faire un canapé en arrondi. Donc ça reprend vraiment ce côté pont d'un bateau et on peut aligner les gens et les laisser voir le paysage. L'idée, c'était de se dire, dans l'attitude, c'est complètement René Proux et c'est complètement ce voyage qu'on ferait peut-être aujourd'hui dans une cellule astronomique pour aller sur une autre planète. Mais on s'est dit, ça pourrait être rigolo aussi de réintégrer un détail extrêmement René Proux. Et il était très fort pour faire des motifs, notamment le motif qu'on a réutilisé qui provient de l'Orient Express. Qu'on a déformé, recoloré avec beaucoup de respect, mais qu'on a voulu adapter, on va dire, au choix effectivement du chêne français teinté plutôt foncé, qui donne une certaine présence et un poids, et fait ce contrebalancement avec la partie extrêmement confortable et douce en velours Pierre Frey. Alors en plus, par rapport à quand on a commencé à avoir les premiers prototypes des pièces et qu'on voyait comment on pouvait composer en fait des ensembles, et des moments de vie et des attitudes, on va dire, autour des meubles de David et Nicolas. On s'est dit que ça serait très intéressant aussi de profiter du savoir-faire fabricant de tapis de Pierre Frey, qui est, en termes de qualité, couleur, extrêmement riche. Et donc, on a réutilisé aussi ce même motif René Proux, qu'on peut retrouver sur un tissu en édition spéciale appliqué sur les meubles Verso, et également qu'on peut retrouver en motif de tapis qui permet de créer, on va dire, une surface au sol où se met en place cette composition et ces façons de vivre de façon chic et dessinée et en même temps cool et relaxée. Alors, où est-ce que cette collection a été fabriquée? À Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, c'est une petite ville qui est à 40 minutes au nord de Paris. Vous prenez le train Gare du Nord. Vous allez dans l'Aisne et au bout de 40 minutes, vous descendez, vous marchez 7 minutes depuis la gare et vous arrivez dans une magnifique petite usine qui est, on va dire, presque adossée au début d'une grande forêt de nord de France. Donc il y a aussi un côté vertueux puisque le bois arrive directement de la région. Et l'atelier est composé, on va dire, de 3-4 sections différentes. L'atelier tissu tapissier qui recouvre des formes en bois, mousse et plein d'autres choses pour donner du confort. Il y a aussi l'atelier vernis, donc tous les vernis qu'on utilise pour teinter le bois. On peut aussi faire des lacages. Et ensuite, il y a aussi l'atelier, on va dire, tertiaire, donc technique, avec un bureau de design intégré, qui reprend les plans des designers et les adapte à l'outil de production. Et puis aussi tout le suivi, on va dire, plus commercial, les suivis de commandes, acheter le bois, acheter le tissu, faire venir tout ça pour que ça marche. Donc tout est made in France, artisanal et traditionnel.
Tous Ouais. les meubles sont fabriqués de A à Z dans cet atelier. Et c'est l'un des points qui nous a aussi, le fait que ce soit made in France, ça nous a vraiment attiré l'attention. C'est-à-dire qu'on avait vraiment envie de produire quelque chose, parce qu'aussi on a senti qu'en fait, quand la production, le made in France, c'est assez différent. C'est pas tellement différent, mais c'est différent d'un made en Italie. On le sent. On sent la façon dont ils travaillent le bois. Il y a une différence. Il y a quelque chose au niveau des proportions aussi. Donc, c'était assez intéressant. Dernière question, comment vous avez joué avec les codes je reviens sur la notion de style peut-être, pour à la fois répondre donc, aux valeurs de la maison Pierre Fray que tu évoquais, Sam, et en même temps proposer une collection qui répond au mode de vie actuel? Mais c'est tout le défi que m'a confié la maison Pierre Fray, je pense, dans le sens de signer un catalogue et qu'on soit sûr qu'il soit émis par la maison Pierre Fray. Et en même temps, mon idée, c'est de la projeter dans le futur. C'est-à-dire que c'est des choses que j'aimerais avoir autour de moi et vivre avec, et les générations qui viennent. Et ça reprend un petit peu aussi l'attitude de David et Nicolas, où ils disent on a une lecture éco-responsable de ce qu'on dessine par le fait que ça passera dans les générations et que dans 150 ans, on pourra encore se servir d'un pouf verso ou d'un canapé composé de fauteuils verso. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait. C'est se dire, on part des années 30, des années 50 avec une espèce de mémoire flottante de ce qu'a fait un arrière-grand-père. Ça a été transformé par Monsieur Patrick Fray. Aujourd'hui, ce sont les fils qui reprennent la maison et ils donnent la main à d'autres pour ouvrir à des talents de demain. Donc, voilà, il y a une espèce de transmission et de projection à travers des notions de style qu'on adapte et update et upgrade et repense et reformulons pour s'adapter au marché, mais surtout le surprendre parce qu'on a envie d'être un peu pionnier. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Sam, merci Merci David. beaucoup. Merci beaucoup. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Je suis ce matin à la présentation de l'agence 14 septembre qui présente 14 marques qui s'engagent à faire bouger les lignes, à concilier esthétisme et fabrication responsable et durabilité. Et je me suis arrêtée sur le petit corner de Kipli. Donc je suis avec Davidé. Bonjour Davidé. Bonjour. Bonjour. Alors Kipli propose des alternatives naturelles pour le mobilier de la chambre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Kipli est parti il y a 1 an et demi sur la base d'un constat. En France, plus ou moins les 90% des matelas qui sont vendus sont issus de la pétrochimie, sont issus de l'exploitation du pétrole. Et donc, ils sont totalement chimiques et parfois toxiques et nocifs pour la santé. Et donc, Kipli, il a voulu présenter quelque chose de nouveau, une alternative qui est naturelle. Donc, on fabrique des matelas à partir du sève de VA. C'est un arbre qui pousse en Asie et les matelas sont fabriqués totalement en Italie. Les avantages de ce type de matelas sont nombreux, mais on peut dire que les conforts, c'est très confortable, c'est très durable, donc plus durable qu'un matelas synthétique. Et ça devient pas un déchet lourd à la fin de vie. C'est un matelas qui est totalement biodégradable, donc il faut pas ni le brûler ni l'enfuir. C'est facile à traiter. Donc on est parti du matelas pour ensuite s'étendre en gamme qui veut embrasser un peu toute la chambre. Donc en partant du sommier, on fabrique des sommiers en hêtre massif, naturels, des forêts françaises, donc fabriqués en France, des linges de lit en coton bio et des couettes aussi en coton bio qui sont fabriqués en Allemagne. Alors en quoi par exemple le matelas il est plus durable? Alors la vie moyenne d'un matelas synthétique en mémoire de forme par exemple, c'est autour de 7-10 ans. Un matelas en latex synthétique, la vie moyenne est entre 12 et 15, pour la simple raison que les latex naturels sont une matière plus résiliente, donc ça veut dire qu'il garde sa forme dans le temps, donc plus que les matières synthétiques. D'accord. Donc vous investissez toute la chambre, donc il y a la structure de lit, vous avez dit. Exactement, il y a le sommier qui est un net massif, donc avec ses lattes, et avec les tables de chevet, les pieds, tout ça. Donc c'est vraiment un type de sommier qui est totalement fabriqué en France à partir de net massif, sans colle chimique. Donc beaucoup de sommiers sont en bois mais en laminé collé, donc vous avez des colles chimiques à l'intérieur. Les sommiers qui plient, c'est un net massif, donc vous n'avez pas du tout ça.
Et le linge de lit aussi, parce que ce sont quand même 3 types de produits différents. Vous avez du coup travaillé avec plusieurs types d'experts, ou types de métiers, Oui. je sais pas comment. On a décidé de produire dans les grands pays européens, donc Allemagne, France et Italie. Chaque produit est issu d'une filière spécifique. Par exemple, les matelas est issu d'une filière italienne parce que pour la tradition italienne dans la fabrication de ce type de matelas. Mais les linges de lit et la couette, par exemple, ils viennent d'Allemagne parce qu'on a une filière qui existe en Allemagne. Et la partie sommier est issue de la Normandie, donc de la France, parce que c'est là-bas qu'il y a une expertise, une tradition et les forêts aussi pour prendre les bois. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Aujourd'hui, notre marque est commercialisée online, donc vraiment la commercialisation se fait à travers nos sites internet. Pour acheter les matelas, vous inquiétez pas, vous avez 100 nuits d'essai, donc même pour acheter online, ça pose pas trop de problèmes vu que vous pouvez essayer chez vous directement pendant 100 nuits. Et on va ouvrir aussi des boutiques propriétaires de notre marque. Donc la première boutique sera à Paris, dans le centre de Paris. Donc vous pouvez venir essayer nos produits directement en boutique et après quelqu'un vous livrera chez vous dans la pièce de votre choix directement. D'accord. Et vous me disiez juste avant que c'est pas forcément plus cher de fabriquer éco-responsable ? Ouais, alors les matelas qui plient, c'est un choix de bon sens qui va être abordable, donc il va être proposé à tout le monde. Donc les matelas qui plient sont 30% plus chers que les matelas synthétiques pour une durée de vie qui est double. Donc c'est un investissement sur le long terme qui a un sens. Et voilà, nous, on fabrique, les coûts de fabrication du latex naturel sont bien sûr supérieurs, vu qu'on fabrique tout en Italie, sont vraiment supérieurs par rapport aux matières synthétiques. Nous, on a fait le choix de réduire simplement nos marges et de couper les intermédiaires pour pouvoir offrir cette possibilité au plus large nombre. Ok, super. Merci beaucoup, David. Merci. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Bonjour à tous. Alors là, je suis avec Amandine Coquerel qui a créé Archic avec Sébastien, son mari et associé. Alors Archic, c'est une agence d'un nouveau genre entre agence d'architecture et agence immobilière. Est-ce que c'est bien ça, Amandine ? Bonjour. Oui, bonjour Hortense. C'est bien ça, merci pour la petite présentation. En effet, donc on associe plusieurs activités. Une activité d'agence immobilière qui ne travaille que des biens d'architectes, qui sont soit déjà rénovés par des architectes, soit qui sont à rénover. Et donc, on accompagne les clients dans la projection avec une autre activité que l'on a, qui est une activité d'agence d'architecture, plutôt intérieure. Donc, justement, dans des biens à rénover, les clients peuvent se projeter grâce à nos conseils. On lève des freins, on essaye qu'ils se projettent dans le bien qu'ils visitent. Et puis, on a une troisième activité qui est venue un peu plus tard et qui est venue un peu naturellement, un travail autour du mobilier. Et en fait, on exposait des artistes dans nos maisons Archic. Et est venue l'idée de créer des pièces et donc de faire une activité d'édition de mobilier. Comment vous avez eu l'idée ? C'est un vrai concept, c'est novateur. Comment ça vous est venu ? Par une expérience personnelle, en fait, qui est que on a cherché longtemps des biens. Nous, on avait la chance d'arriver à se projeter, mais on trouvait qu'on n'était pas très accompagnés, pas très conseillés, et que les agents immobiliers eux-mêmes n'arrivaient pas à se projeter comme nous, on le voyait. Et on était entourés d'amis qui n'arrivaient pas non plus, donc ils nous demandaient conseil à nous. Enfin, un peu naturellement et par expérience. On s'est dit que c'était bien d'associer les deux activités et un peu naturel, en fait. Vous n'arriviez pas à vous projeter dans quoi, alors, du coup ? C'est pas toujours évident d'imaginer de casser une cloison ou de changer le plan d'un appartement, de mettre des pièces à vivre plutôt au sud ou à l'ouest et des pièces de vie plutôt et des pièces de nuit plutôt au nord ou à l'est. Quand il faut changer des plans comme ça, qui paraissent évidents pour des architectes, c'est pas toujours évident pour un client lambda, une personne. Donc vous, le principe, c'est ça, c'est quelqu'un qui va acheter un appartement. Expliquez-nous un peu plus en détail. Quelqu'un qui va acheter un appartement ou qui a envie de se faire un cocon sur mesure. On a de plus en plus envie de se faire un bien qui nous ressemble. L'idée, c'est d'accompagner par des croquis, par des 3D, par jusqu'au devis et jusqu'à la faisabilité d'un projet,
Évidemment, c'est financier. À un moment, on veut savoir combien ça coûte d'arriver à se faire son bien sur mesure quand on visite un appartement et voir si surtout c'est faisable financièrement sur l'ensemble. Donc voilà, assez naturellement, on aide les gens dans cette projection-là et dans ce montage financier pour l'achat. Ou pas. Avant même qu'ils achètent, Oui, et c'est ça en peut les amont. décider justement. Exactement. Ouais. C'est pour les décider à acheter. Enfin, et vraiment, c'est du conseil. Enfin, c'est du service, de l'accompagnement vraiment de A à Z. Ensuite, on a les activités existent indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que on peut aussi acheter chez nous des biens clés en main qui sont déjà rénovés. Donc là, il n'y a rien à faire à part apprécier. Et on peut aussi venir pour juste refaire sa cuisine ou refaire une salle de bain ou retravailler le plan de son appartement qu'on a déjà. Donc en fait, il y a plusieurs entrées possibles. Voilà, donc il y a l'agence immobilière, l'agence d'archi, et on peut faire l'un ou l'autre. Mais du coup, ce sont des métiers différents quand même. Est-ce que ce sont les mêmes personnes ? Non, oui, ce sont des métiers différents qui sont faits par des personnes différentes. C'est juste que c'est sous la même entité, on est dans les mêmes bureaux, c'est la même agence. Donc en fait, il y a beaucoup d'interactions dès le début, justement, et c'est ça qui est très fluide. Donc évidemment, les agents immobiliers sont des agents immobiliers et les archis sont des archis. On a aussi des paysagistes, on a aussi des designers de mobilier sur mesure. Donc en fait, le service peut se faire un peu à plusieurs niveaux en fonction des besoins des clients. Mais c'est vraiment cette histoire de prise en charge globale quand on a envie de changer de son lieu d'habitation et quand on a envie finalement d'être accompagné jusqu'au choix du mobilier et jusqu'au choix des œuvres d'art que l'on veut mettre sur les murs. Ah oui, il y a une équipe qui oui, il y a aussi propose, une curatrice, en effet, qui aide à l'achat aussi d'œuvres d'art. Ouais. En fait, on essaye vraiment d'avoir toute la chaîne et d'accompagner des personnes, nos clients qui sont très sensibles à cet univers-là, mais qui n'ont pas toujours le temps et pas toujours le goût sûr. Enfin, dans tous les cas, qui ne se sentent pas, eux, complètement rassurés sur leur goût, d'avoir quelqu'un qui les accompagne tout au long. Ouais. De ce chemin. Vous êtes aussi éditeur de mobilier depuis peu de temps. Comment vous est venue l'idée de partir vers ça en plus ? Ça, c'était un peu... En fait, très vite, dans nos agences, on a voulu mettre en avant l'art au sens large du terme. Donc, en effet, on a dédié une partie galerie dans chaque agence qui fait à peu près 40 mètres carrés, dédiée que à des expositions qui durent 3 mois. On met en avant un artiste ou un designer et en fait, il fait sa scénographie, c'est complètement libre. Et en fait, on a créé comme ça des petites résidences avec des artistes qu'on a plus appréciés que d'autres. Parfois, il y avait un lien un peu plus fort et on a créé des histoires et de là est sortie une pièce de mobilier qu'on a créée ensemble et puis que nous, ensuite, on a décidé d'éditer. Donc, on a produit, on a payé la production, on l'a fait en édition limitée. Et puis, petit à petit, une deuxième pièce est arrivée, une troisième pièce, à chaque fois avec des designers différents. Et donc là, on a 5 pièces actuellement et la 6e pièce sort en septembre. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de pièce ? Alors, on a fait... la première pièce, c'était un bureau qui est un bureau qui est en métal et bois, assez sobre, assez simple et qui a des petites aires de prouvé en frontal, mais sur le côté, c'est très fin et ça ressemble beaucoup à Nova Objecta, qui est le designer qui l'a créé. À chaque fois, comme c'est créé avec un designer, c'est lui qui met sa patte énormément et son matériau de prédilection. Ensuite, on a fait aussi des appliques avec Samy Rio. On a fait un plateau miroir avec Charlotte Juillard. On a fait un tabouret ou bout de canapé avec Binôme. Voilà. Et puis aussi une photo qu'on édite en édition limitée à 3 exemplaires par format avec une photo d'Isabelle Girolet. Voilà. Et la prochaine sera une suspension avec Caroline Venet de Studio Foam à partir de septembre. Et ça aussi, ce sont des pièces qu'on peut acheter indépendamment de... Complètement. C'est pas forcément des produits que vous placez dans les appartements. Non, alors après, c'est vrai que quand on a des clients qui viennent refaire leur appartement chez nous, ils sont sensibles à notre univers et c'est un peu la cerise sur le gâteau de s'offrir une pièce de
design, mais bien sûr que non. Les personnes qui nous achètent ces pièces-là ne sont pas automatiquement clientes du reste des activités. Alors, vous êtes à Marseille, à Toulouse et maintenant à Paris. C'est vraiment vous avez créé ce que vous appelez la maison Archic. C'est bien ça? Oui, alors c'est ça. Nos maisons Archic, c'est nos lieux de vie, enfin nos agences. Ce sont des maisons, elles sont faites comme des maisons. Et à la fois pour illustrer un peu le travail d'architecture qu'on aime bien dans chacune des pièces de la maison, en même temps pour mettre en avant des marques avec qui on travaille, des ouvriers, des artisans, donc ça fait presque showroom en fait. Ce sont aussi nos bureaux bien évidemment, et la salle à manger est notre pièce de réunion en général. Donc on en a une à Marseille, une à Toulouse et puis très récemment une à Paris. Ouais, et ce sont des vrais lieux de vie où vous Ce sont des lieux de organisez, vie, des lieux d'exposition, des lieux de conférences autour de l'architecture. On y fait aussi des dîners gastronomiques, on y fait des rencontres autour de cette passion commune qu'on partage avec nos clients, qui est le design, la déco et l'architecture. Ouais, donc c'est vraiment un concept hyper complet. Ouais, c'est complet. Et pourquoi Marseille, Toulouse, Paris? Vous avez d'autres villes ensuite ou... Non, là, enfin, pas en projet puisqu'on vient d'ouvrir Paris. Puis là, c'est un peu 3 piliers qui nous tiennent à cœur. En fait, Marseille, c'est notre ville de cœur à tous les deux, mon mari et moi, qui avons créé ensemble Archic. Toulouse, moi, je suis toulousaine, donc c'était un peu naturel pour moi. Et Paris, c'est la dernière ville, mais ça aurait pu être la première, puisque on était à Paris quand on a pensé Archic, et c'est un concept qui nous est venu pendant qu'on était à Paris, et on a vécu tous les deux longtemps, et mon mari est parisien. Donc c'est presque un retour aux sources là, de remonter à Paris après les 2 autres villes. Et puis ensuite, on verra bien. Pour l'instant, voilà l'actualité. Et ensuite, on verra. À vous, à la base, vous travaillez dans l'immobilier, vous êtes architecte ou rien à voir? Alors, rien à voir. Du coup, moi, je suis ingénieure à l'origine et j'ai travaillé longtemps dans des groupes de cosmétiques en marketing. Donc ça, c'est pour mon cursus professionnel. Mais ma passion, ça a toujours été le design et l'architecture surtout. Donc je me suis formée là-dedans. Et puis ensuite est venue de façon assez empirique, comme je le racontais tout à l'heure, l'idée de ce concept. Et puis on s'est lancé. Mon mari est aussi ingénieur. Il lui travaillait chez BMW. Donc on a tous les deux des profils assez atypiques. Et donc c'est une reconversion. Et ce concept-là nous a réunis et nous a permis de nous développer maintenant et d'être ravis de ça. Vous êtes combien aujourd'hui chez Archic? À Marseille, on est une 12aine. À Paris, du coup, les filles sont 4. À Toulouse, elles sont 2. 3, entre 2 et 3. Donc voilà, on est une petite 20aine. Est-ce qu'il y a un style Archic? Oui, alors on peut dire qu'il y a un style, parce que dans les faits, ce qu'on apprécie nous particulièrement, ce sont les matériaux bruts, c'est l'élégance de ces matériaux bruts et le fait de les mixer avec des éléments un peu plus contemporains. Mais par exemple, on aime la pierre, on aime le bois, on aime le béton ou le micro-mortier, on aime moins la résine, on aime moins les choses qui laquent ou qui gomment les aspérités. On aime bien voir ces aspérités, on aime bien avoir des matériaux vivants et on aime après ramener des éléments plus contemporains ou chiner des jolies pièces, du joli mobilier. Et on aime surtout le mixer avec des œuvres d'art. On aime bien l'art sur les murs aussi, on aime bien ce qui habille, tout ça. On aime bien les lieux qui ont une âme et donc on essaye de le transmettre dans la rénovation. C'est vrai que travailler sur un années 30 ou travailler sur un haussmannien, ça ne nous dicte pas les mêmes choses. On a eu la chance de travailler plusieurs fois, étant donné que le concept s'est créé à Marseille. On a eu la chance de travailler à la Cité Radieuse plusieurs fois sur des appartements du Corbusier, où là, donc on est moins libre, mais on s'adapte et c'est super de travailler dans ce contexte. Après, sur un appartement plus contemporain, tout est possible. Et sur un haussmannien, on se voit peut-être moins. C'est le lieu qui dicte beaucoup les choses. Super, merci beaucoup Amandine de nous avoir expliqué ce beau concept. Merci à vous Hortense. Au revoir. Et à bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute.
Bonjour Margot. Bonjour Hortense. Alors, vous êtes la cofondatrice de Ripaton. Alors, Ripaton, c'est vraiment canon parce que vous proposez des pieds de table et des supports en acier, ce qui permet de se créer une table basse, une console, un bureau. Enfin, vous allez nous expliquer un peu mieux ce concept. Comment vous est venue l'idée? Alors, il y a 5 ans, avec mon associé, on cherchait en fait tout simplement, à relooker notre table basse. On cherchait des nouveaux pieds, et on voulait en fait des pieds, en épingle, qui commençaient à arriver un petit peu, dans la tendance, de la décoration et en cherchant, on s'est rendu compte qu'il y avait aucune marque française qui proposait des pieds de table un peu sympas à prix abordable en France. Donc, on a décidé tout simplement de faire fabriquer en fait ce pied qu'on avait en tête et qu'on voulait absolument pour notre table basse par un ami artisan. Donc on a fabriqué en fait quelques pieds en acier, 2-3 tailles et on les a vendus sur un site qui s'appelle Etsy et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les Ouais. seuls à chercher ces pieds. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement qui a été assez fort, assez rapide. Et c'est donc là qu'on s'est dit, bon, mais il y a quelque chose à faire, il faut lancer la première marque française de pieds de table. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'il nous faut un plateau. Il faut on peut avoir le plateau qu'on veut. C'est bien ça? Voilà, en fait, l'idée, c'est que nous, on fabrique les pieds, donc de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, de plusieurs tailles. Et le client a un plateau, donc soit une table qu'il a envie de relooker, une vieille table de famille, soit un plateau en bois, une palette, un meuble. Ça peut aussi être un meuble de salle de bain, ça peut être un meuble console, un meuble télé. Et l'idée, en fait, c'est de mettre des pieds et de lui donner un nouveau style. D'accord. Vous avez combien de formes? Alors là, aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de modèles de pieds différents, donc qui existent tous en plusieurs tailles. Ça va de 16 centimètres pour les plus petits jusqu'à 110 centimètres pour les plus grands et tous déclinés en 3 ou 4 couleurs, différentes. Et alors, je crois que vous avez des pieds simples qui sont vraiment pas chers du tout. Je crois que c'est à partir de 25 € jusqu'à un immense pied central. Comment on choisit son pied? C'est selon le style, c'est selon le poids du plateau? Voilà, en fait, l'idée, c'est que nous, on a commencé avec un modèle de pied et peu à peu, en fait, on a décliné avec différentes formes et différentes utilisations. Donc, c'est vrai que selon le projet, selon le type de table qui va être fabriqué, il y a certains pieds qui vont plus ou moins convenir. Et après, il y a aussi le style qui est différent, que ce soit un pied central, voilà, comme notre pied Mikado, qui est un grand pied central, ou alors des pieds plus fins, comme les pieds en épingle, qui sont notre grand classique. Donc, c'est vrai que c'est aussi une question de style et de goût. Il y a un best, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est le pied en épingle? Alors le pied en épingle, évidemment, c'est vraiment le pied, qui a fait que Ripaton, a a connu un très fort succès. C'est un pied, voilà, qui est ultra tendance et qui est ultra simple à utiliser parce que en fait, il peut à la fois donner un style un peu vintage, mais aussi un style scandinave si c'est un pied, par exemple, qui est blanc, ou vraiment quelque chose enfin rendre une table très design avec, voilà, ce pied qui reste assez simple, mais qui peut donner plein de styles différents et donc ça, c'est vraiment notre best seller. Mais après, on a d'autres pieds qui commencent vraiment à connaître un fort succès, comme par exemple l'Intrépide, qui est un gros pied en acier avec un look un peu plus industriel, ou le nouveau pied, le Mikado, qui est un pied central, mais qui est beaucoup plus design et qui commence aussi à être bien apprécié par nos clients. Vous voyez parfois les résultats des clients? Parce que c'est un peu du do it yourself, c'est du bricolage. Oui, alors justement, en fait, nous, on a une très forte communauté sur les réseaux sociaux. On est suivi par à peu près 90 000 personnes hein, sur Facebook et Instagram. Et en fait, tous les jours, on reçoit des photos des créations des clients, donc leur table basse, leur table à manger, leur bureau et tout ce qu'ils créent avec nos produits. Et donc, c'est d'ailleurs ça qu'on poste aussi quotidiennement sur nos réseaux sociaux. On montre aussi à notre communauté ce que nos clients font avec nos produits. Et c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de voir tout ce qui peut être créé avec nos produits depuis 5 ans. Ah oui, c'est depuis 5 ans, oui, c'est ça, parce que j'allais dire, avec le confinement, il y a dû y avoir aussi une explosion du bricolage, de faire les choses soi-même chez soi. Vous sentez un engouement encore supplémentaire?
Tout à fait. C'est vrai que pendant le confinement, il y a vraiment eu un engouement très très fort pour le bricolage, pour la décoration intérieure, le do it yourself. Je pense vraiment que les gens ils se sont retrouvés dans leur intérieur, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient un peu changer et c'est vrai que nous on a connu un très très fort engouement et croissance de nos ventes pendant le confinement et donc du coup on a continué à produire et continué à fabriquer et à expédier nos produits tout le long du confinement. Et là, voilà, c'est transition toute trouvée parce que vous êtes à Montpellier, je crois. En fait, c'est Oui, vraiment une fabrication 100% française et artisanale aussi. Vous avez un atelier. oui, tout à fait. Nous, l'idée, c'était vraiment, on a fait le choix de faire une entreprise, voilà, 100% française, 100% locale. Donc, effectivement, on est à Montpellier. On a un atelier qui fait 1000 mètres carrés aujourd'hui et dans lequel on fabrique tous nos produits. Donc, voilà, on a vraiment voulu dépoussiérer un petit peu l'artisanat et lui donner, voilà, un nouveau souffle, de continuer à préserver aussi les traditions de fabrication de l'acier, de la métallerie, mais vraiment, voilà, en arrivant à créer des choses design, tendance, et surtout en les vendant sur Internet, ce qui était un petit peu nouveau à l'époque, il y a 5 ans. Et donc, tous les produits sont vraiment fabriqués voilà, dans notre atelier à Montpellier, avec des partenaires locaux, que ce soit les cartons, l'acier, les platines, la peinture, tout est fait à Montpellier. Vous êtes combien maintenant chez Ripaton? Actuellement, on est une équipe de 15 personnes. Voilà, on a commencé à 2 et aujourd'hui on est 15. Vous parlez de produits durables aussi. Qu'est-ce qui est, j'imagine que donc c'est dans la conception, vous venez de le dire. Je crois qu'il y a vraiment une vraie philosophie derrière votre marque. Si vous pouvez nous en dire un petit mot. Oui, alors nous, c'est vrai que de base, ce qu'on avait envie de proposer et de fabriquer, c'était un produit voilà, qui était beau, mais qui était aussi solide et surtout durable. Parce que c'est vrai qu'en général, le mobilier, il y a aussi cette tendance un peu du fast furniture, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du mobilier qui est peu cher, mais qui n'est pas solide, qui n'est pas durable et qui ne tient pas dans le temps. Et donc nous, on avait vraiment envie de proposer un produit voilà, qui va tenir dans le temps, qui va être solide et qui va durer des années. Donc il y a vraiment cette valeur de durabilité des produits, de matériaux de qualité, parce que l'acier c'est un matériau de qualité, donc nous on travaille voilà pour le rendre optimal. Et après, c'est vrai qu'on a toute une démarche aussi, que ce soit par exemple sur nos emballages, nos cartons sont recyclés, tous nos flyers ou les petites cartes qu'on met dans les colis sont fabriqués avec du papier recyclé. On travaille aussi avec un ESAT, donc à côté de chez nous, pour voilà, plein de petites choses comme les sachets de vis, etc. Et on a vraiment tout un engagement en fait autour de l'éco-responsabilité des produits, la durabilité. Et comment, une question un peu bête, du coup, il faut faire soi-même. Comment ça se fixe? Il faut un bac plus 5 bricolage? Non, pas du tout. Il faut juste un tournevis ou une perceuse pour fixer les produits. Et en plus, on fournit, nous, les vis, on fournit les patins. Donc, le client, il a juste à voilà, un peu d'huile de coude et, et c'est parti. Ah oui, donc demain, si je trouve vraiment je dis n'importe quoi, une porte chinée, par exemple, que j'ai envie de transformer en table basse, je prends des pieds chez vous que je peux fixer facilement et me créer donc ma table basse très personnelle. Exactement. Et en plus, on fait aussi beaucoup de sur-mesure. C'est quand même une grosse partie de notre activité. Donc, c'est-à-dire qu'on a une gamme de Ouais. produits standards, mais on fait aussi beaucoup de sur-mesure. Donc, on a beaucoup de clients qui nous envoient en fait des photos de pieds qu'ils aimeraient avoir en acier ou de tailles différentes ou de couleurs différentes. Et on est complètement en mesure de le faire et assez rapidement. Donc, il y a aussi ce côté personnalisation qui est aussi une des valeurs de Ripaton. Et vous faites que des pieds ou vous proposez aussi d'autres types de produits? Alors depuis 2 ans maintenant, on propose d'autres produits. Donc déjà, on a diversifié la gamme de pieds en proposant des pieds de lit. On propose aussi des supports muraux, donc des petits supports pour fabriquer des étagères. On a aussi des produits finis, hein, comme des étagères, qui sont, voilà, un produit entier avec les planches du chêne français et qui fait vraiment une grande étagère murale. Et aussi, on a développé une gamme de portants à vêtements en acier, donc au design un peu industriel. Et donc d'ailleurs, on va lancer 3 nouveaux portants là en septembre pour la rentrée. Donc on essaye aussi voilà, de diversifier les produits tout en restant dans des produits qui sont voilà, do it yourself, modulables, personnalisables et en acier. Où est-ce qu'on trouve là, si un auditeur est intéressé par un produit Ripaton, où est-ce qu'on peut vous acheter?
Alors, les produits sont pour l'instant vendus exclusivement sur notre site internet ripaton.fr. Après, on a aussi parfois des petites opérations comme des corners dans certains magasins. Là, récemment, en janvier, on a eu un corner au BHV à Paris. Et donc, c'est quelque chose qu'on va faire assez régulièrement, je pense, dans les prochains mois. Mais sinon, c'est sur notre site. Ça veut dire quoi, ripaton? Ça veut dire quelque chose de particulier? Ça veut dire pied en ancien français. Ah, excellent. Voilà. Bon, merci beaucoup, Margot. Et merci à vous, Hortense. À bientôt, au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.